pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile en dessous de 30, 35. C'est-à-dire que c'est violent. C'est violent, il faut s'y attendre. Alors, vous avez des leviers de compensatoires qui permettent d'éviter que sur justement la population la plus précarisée aujourd'hui et la plus en difficulté, qu'il n'y ait pas d'impact sur eux. Sinon évidemment, c'est un massacre social et ça ne vaut pas la peine. Il y a aussi une captation du patrimoine. Aujourd'hui, une grande partie de notre richesse est artificielle. Elle est liée à la survalorisation de l'immobilier, qui en réalité, il n'y a pas de raison que ce qui valait il y a 10 ans, 10 fois moins qu'aujourd'hui, ait eu cette explosion. Il y a une réduction du stock, il n'y a pas beaucoup de biens. Non, c'est pas ce qui se passe en France. À Paris, par exemple, il y a une baisse du nombre d'habitants. Donc c'est pas du tout lié à une tension sur la demande. On va bientôt passer sous les 2 millions d'habitants. Donc on est sur une situation où en réalité c'est juste lié aux dynamiques spéculatives, liées à notre appartenance à l'euro et de façon plus générale à notre absence de barrières par rapport aux investissements étrangers qui partent dans des biens sur lesquels ils n'ont même pas l'usufruit. Enfin, ils ne les utilisent pas assez bien. Les quartiers entiers de Paris sont vides. Mais ils appartiennent à des grands fonds qui mettent leur argent dedans dans l'hypothèse qu'un jour, ils pourront le revendre avec un facteur multipliant de 2, 3, 4 fois. Donc, la recherche fondamentale, c'est l'université, les chercheurs, le fait les professeurs, le fait si à un moment donné, vous ne repartez pas de cette base, si vous vous retrouvez avec une situation où il vaut mieux être caissier que d'être prof dans le secondaire, et que le prof du secondaire n'arrive pas à faire autorité parce qu'il a à peine le salaire d'un caissier avec un peu d'expérience, évidemment, les gamins ne vont pas le regarder comme une figure de référence. Vous générez des effets comme ça de désaffiliation. Et le trafic de stupéfiants, c'est pas pour faire la morale sur la drogue. C'est les effets déstructurants sur la société. Bon, d'accord, ça c'est une chose. Mais c'est aussi l'effet signal. Quand vous avez la facilité avec laquelle vous pouvez gagner de l'argent, en étant juste même les guetteurs. Toute cette construction hiérarchique sociale, elle envoie un effet signal catastrophique. Le fantasme, ça doit être de vouloir être médecin, de vouloir être policier, pompier, on s'en fout, de participer au bien commun, de vouloir être artiste, de vouloir générer de la beauté. C'est ça, c'est pas le moyen de s'en sortir, c'est au contraire le moyen de rentrer, de contribuer, d'avoir une fonction. L'objectif de notre mouvement, c'est quoi? C'est que tout le monde retrouve une fonction au sein de la société. Si on a un regard comme votre prise de lecture peut y amener. C'est-à-dire où, à force de tout regarder à travers le prisme énergétique de la ressource en tant que telle, on finit par perdre de vue que ce qui compte, c'est qu'une société tienne. Et pour qu'une société tienne, il faut qu'il y ait des interdépendances entre chacun. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un petit peu bisounours sur le fait que tout le monde doit avoir son rôle dans la société, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Est-ce que vous ne regardez pas un peu passer en face les sociopathes, les groupes de pression de sociopathes, les concentrations de sociopathes, les gens qui restent entre eux dans certaines administrations pour se tenir, pour s'épauler, pour se protéger? Mais je pense que c'est l'inverse. Est-ce que eux, vous allez leur trouver du boulot? Mais je pense que c'est l'inverse. Eux réussissent à constituer des réseaux de solidarité en profitant de l'absence d'autorité et de l'absence d'enliaisement proposé par l'État et la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'ils constituent des micro-sociétés qui contournent de façon plus large la nation française et ce qu'on pourrait leur apporter. Ces réseaux de solidarité accaparants, que ce soit... on les connaît tous, ils ont pour vocation à combler des manques, soit d'autorité, soit au contraire d'offres qui sont faites. Par exemple, moi j'ai beaucoup de clients, et en province c'est très marquant, qui me parlent très souvent de l'influence de la franc-maçonnerie dans la justice. Vous voyez, une sorte de disant, mais j'en peux plus, telle décision, telle autre décision, c'est les loges, je sais pas quoi. Il y a rien de plus défaillant que la justice en France. Il n'y a rien de plus insuffisant aujourd'hui. Vous passez des années pour n'importe quel contentieux sans avoir de réponse, ça paralyse votre vie, que ce soit victime ou mise en cause, que ce soit de façon juste ou injuste. Tout ça pour finir avec des décisions qui sont difficiles à faire exécuter quand elles sont exécutables tout simplement. Quand il s'agit de peines de prison pour sanctionner des comportements déviants, il faut qu'elles soient exécutoires, ce qui n'est souvent pas le cas. Il faut que la peine de prison soit réelle, pas une peine de prison avec sursis ou aménageable ou avec bracelet ou je ne sais quoi. Il faut que quand vous êtes en prison, la personne qui est en prison soit véritablement isolée du reste de la société, qu'elle ne se retrouve pas à quatre dans une cellule de 10 mètres carrés avec du shit partout. Et tout ça, aujourd'hui, ne fonctionne plus du tout, n'est plus du tout effectif. Et donc, on en ressort à des moyens de règlement alternatifs des conflits, en quelque sorte. On en ressort à des effets, y compris de corruption, qui se développent pour essayer de survivre. Et donc, on a une individualisation
qui gangrène la société. Donc, refaire autorité, reproposer une refonte de l'ensemble de ces dispositifs, l'élection des juges par exemple, c'est fondamental. On a aujourd'hui les juges, c'est quoi? C'est des gamins qui à 23 ans ont réussi un concours, donc qui ont eu le privilège entre 18 et 23 ans, de faire des études supérieures, d'avoir le temps à consacrer à préparer un concours dont ils n'étaient pas sûrs de l'obtenir. Donc je peux vous dire que déjà, en termes de filtre social, on sait qu'il peut se permettre de passer 1 an ou 2 à préparer un concours sans aucune source de rémunération alternative, et qui passent 2 ans dans une école, plutôt avec un cursus plutôt bien fait, ils tournent... Et puis après, toute leur vie, ils vont décider de la vie de gens, sans jamais avoir à supporter une quelconque conséquence s'ils font n'importe quoi. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Vous avez... près de 15 000 saisines qui ont été faites par des citoyens contre des juges dans un mécanisme qui a été proposé il y a quelques années. Vous avez 0,1% de décisions favorables qui ont été retenues. Vous avez 3 blâmes qui ont été octroyés. Vos mesures en termes de guerre économique, avec la géopolitique qu'on subit? Remontée de filière, notamment dans l'industrie, notamment avec la robotisation. Il faut faire de la remontée de filière, il faut faire de l'espionnage économique de façon massive. Il faut récupérer un certain nombre de talents qu'on a perdus. Il faut durcir de façon majeure. C'est ce que je disais sur la contrainte par rapport aux grandes écoles d'ingénieurs. Il faut récupérer les meilleurs, il faut leur adjoindre un service obligatoire au sein de l'État. Avant Normal et Polytechnique, vous étiez obligé de donner 10 ans à l'État. Aujourd'hui, de facto, c'est beaucoup moins appliqué, voire pas du tout appliqué. Et ça ne l'est pas en grande partie parce qu'on n'avait pas de débouchés à leur offrir. On ne savait pas quoi en faire de ces gamins. Il faut recommencer à bien payer les chercheurs. Vous avez au CNRS, vous y rentrez à un bac plus 8, après vous rentrez à moins de 2 000 € par mois. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? On est dans des situations qui sont aberrantes. Une mission d'autorité beaucoup plus importante par rapport au réseau de corruption, de trafic de stupéfiants et autres. Une refonte complète, notamment des services de renseignement, pour qu'ils arrêtent de chasser les opposants et qu'ils commencent enfin à s'engager sur la défense des intérêts véritables de la nation. Une refonte des alliances géopolitiques, avec un accès à nouveau aux ressources dont on a été privé, notamment en Russie. Il faut arrêter de faire les perles à la morale si on est incapable par ailleurs de tenir notre position sur les conflits dans lesquels on prétend s'engager. Et peu à peu, comme ça, vous redessinez en fait une cartographie de la France qui la remet sur 10 à 15 ans en position de redevenir la puissance industrielle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, et la deuxième puissance économique mondiale qui était 60. Il y a un moment donné, vous voyez bien comment en quelques années, le général de Gaulle a réussi à retendre tout l'appareil d'État pour le mettre dans une direction qui nous a permis de produire des prouesses économiques et industrielles. Et à un moment donné, il faut faire cet effort, et cet effort requiert une certaine autorité. On est sur 600 propositions là, sur la 8e version du projet qu'on a élaboré sur les ruches, que je vous incite à consulter. Sur chacun des domaines, on essaye de traiter en profondeur l'agriculture. L'agriculture, c'est très compliqué de sortir de l'Union européenne. On sort d'un mécanisme, la PAC, qui a hyper subventionné une forme agricole, qui nous a permis d'atteindre une autonomie et une souveraineté agricole. Il ne faut pas détruire cet appareil industriel. Il faut, dans cette sortie-là qui est devenue nécessaire, articuler les politiques agricoles pour s'assurer qu'on puisse maintenir cette capacité exportatrice que l'on a eue pendant si longtemps. On arrive bientôt à l'élection présidentielle. Ouais. Vous totalisez combien d'adhérents? Donc on a créé ce mouvement, on a 25 000 membres, ce qui est très bien par rapport à la France. Parce que, rappelez-vous, Renaissance, il y a 8 000 membres. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable. Mais ce qui pose un problème... Est-ce comparé au dernier de la classe? Voilà. Ce qui est un peu pitoyable à l'échelle... C'est-à-dire que quand j'étais au Mexique, j'ai beaucoup échangé avec les responsables qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le parti Morena a 4 millions de membres. Donc, qu'est-ce que ça dit de la dépolitisation d'un pays où le parti qui a le plus d'adhérents, et il faut voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, c'est à peu près 100 000 sur une population de quasiment 70 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en réalité il y a un désengagement massif. Et moi j'ai beaucoup vu au début sur notre mouvement, il y avait beaucoup, ça a été miraculeux en termes de propositions, d'actions et d'engagement, mais aussi beaucoup de gens qui venaient avec un comportement de consommateur. C'est-à-dire qui s'attendaient à ce qu'on soit des prestataires de services. Et qui n'ont pas compris qu'en fait, ce pays, il va falloir le reconstruire et que pour le construire, il faut qu'on construise nous-mêmes notre mouvement d'abord. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour quémander, on n'est pas là pour demander. Est-ce que notre projet est un projet d'engagement, vraiment de lutte pour une souveraineté? La souveraineté, c'est facile de l'agiter, mais il faut avoir à l'esprit ce que ça... Ça me fait penser au Venezuela. On a beaucoup parlé sur Hugo Chavez et les conséquences que ces politiques économiques ont eu ou pas. La grande difficulté à laquelle a été confronté Hugo Chavez, quand il cherche cette révolution, c'était les fils de bourgeois. C'était toute cette élite comprador qui, en fait, s'était habituée depuis 30 ans, grâce au pétrole, à ne pas bosser.
Et en fait, il est arrivé au pouvoir dans un pays qui ne produisait plus, qui s'était installé dans une sorte de confort qui est quand même similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui en France. Et la question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on remet cette partie de la population qui n'est plus active au sens profond du terme à travailler à nouveau. Et on lui dit maintenant, il faut offrir des horizons. Il faut en fait que ça ait un sens d'aller dans cette direction-là. Et ce sens-là, il ne peut pas exister quand on voit le niveau d'inégalité et de violence sociale qui existe dans ce pays, avec surtout de prédation des ressources communes. C'est pas tant... Je ne suis pas sûr que la gauche ait raison quand elle pense que... C'est vrai qu'on est un pays qui, socialement, cherche à lutter contre les inégalités. La question qui se pose, c'est la prédation de la ressource commune. C'est le fait qu'il n'y ait pas de service public de base qui soit offert aux citoyens français, qu'il n'y ait pas de médecins qui soient accessibles dans une grande partie du territoire. Vous voyez, c'est des choses aussi simples que celles-ci. Si vous n'offrez plus ça, ça ne sert à rien de filer des minima sociaux, la base de tout lien social, il doit être sur l'offre commune en termes de services de base, vous voyez, de services d'État. Moi, je ne suis pas du tout sur une politique de subvention à tout bout de champ. Or, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par... Le budget, il fait combien d'économies ? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué parce que justement, la dévaluation fait que les ordres de grandeur sont faussés. C'est 100 milliards par rapport à la base actuelle. En réalité, il y a une partie qui est dissipée par les dévaluations qu'on met en œuvre. Si je vous dis qu'il faut faire 250 milliards d'économies, vous êtes capable de faire un budget ? 100 milliards, on l'a fait. 250 milliards, je pense que c'est pas nécessaire parce que l'investissement productif permet de faire redémarrer la politique économique et surtout, en fait, on a une reconfiguration des grands blocs. Ça, 250 milliards, c'est éventuellement nécessaire, et encore, ça sera discuté, à système constant. C'est-à-dire dans l'euro, au sein du système de l'Union européenne, dans ce système de libre marché, avec les mêmes dépendances à l'égard, et avec une base productive qui est toujours aussi faible. Considérer faire des alliances avec d'autres partis ? Non, moi je crois vraiment à l'importance du pluralisme. Il faut qu'en fait... Faire des alliances pour pouvoir prendre la présidence. Oui, mais ça... Je vais vous parler cash. Ouais. Peut-être que vous êtes faiseur de roi, mais si vous voulez prendre la tête de l'État, ils vont vous marcher dessus. On va voir. Non, mais on va pas voir. Si, on va voir. Donc les alliances, il va bien falloir faire des alliances. Non, si je vous propose une alliance avec Françoise Linault, vous prenez ou vous prenez pas ? Non, moi je veux pas d'alliance. D'accord. Je veux pas d'alliance du tout. Non, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est éviter de se faire passer et se faire marcher dessus. Non, l'enjeu, c'est le coup d'État. D'accord ? C'est quelles sont les modalités du coup d'État ? Nous, on est parti d'une base révolutionnaire. On est parti des Gilets jaunes. La question, c'était comment est-ce qu'on retire le pouvoir à ceux qui sont en place et comment est-ce qu'on arrive à le redistribuer à la population française. Donc, on a un projet qui a été collectivement généré à partir de ces idées-là, qui vise à redonner la souveraineté au peuple français à l'égard de l'étranger, mais aussi au peuple à l'égard de ses classes dominantes. La capacité, comme en Suisse, à faire contrepoids à ceci. Donc, on n'a pas besoin de force législative. L'objectif, c'est pas de dominer l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est d'organiser tout de suite des référendums avec l'article 11, qui permettent sur les grands sujets fondamentaux, institutionnels, Europe et ainsi de suite, de leur rendre la parole. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est les 500 parrainages qui nous permettent d'être dans les 8 à 10 personnes qui seront candidats en 2027. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire, ça va aller très vite. Parce qu'en fait, la distinction va se faire très rapidement entre ceux qui sont en capacité de gouverner un État et qui ont une vision pour la France, et ceux qui ne le sont pas. Et dans les débats, nous verrons très rapidement ceux qui tiennent la route et ceux qui ne la tiennent pas. Et donc, à ce moment-là, ça va s'agglomérer naturellement. Il n'y aura pas besoin de faire des accords de parti, de négociation, de dilution. Par exemple, vous parlez de Asselineau. Il n'a pas du tout toute la dimension de démocratisation et de souveraineté populaire que l'on propose dans notre programme. Vous voyez ? Et il n'y a pas de raison de renoncer à cette force-là au profit d'une quelconque négociation d'appareil. Il ne faut pas croire qu'on va créer un paradis sur Terre qui va durer 3 millénaires. L'enjeu, c'est de répondre à des urgences en termes oligarchiques. Chavez a détruit la pauvreté de masse dans son pays. Et c'était ça l'urgence qu'il devait répondre. Que son successeur ait régénéré des classes oligarchiques, c'est le propre, justement, peut-être d'insuffisance dans la capacité du peuple à contraindre ses dirigeants. Or, nous, ce qu'on propose, c'est des instruments pour que le peuple puisse à tout moment révoquer ses dirigeants, puisse à tout moment lui donner un mandat impératif sur un sujet. Pourquoi le mandat impératif est devenu important pour les Gilets jaunes ? Parce que c'était au moment où ils voulaient privatiser les aéroports de Paris. Or, il n'y avait aucune raison d'y procéder si ce n'était engraisser les banques d'affaires et les petits amis qui pourraient devenir actionnaires de cela. Et donc... Résorber la dette. Oui, avec je ne sais pas combien c'était, 10 milliards, ils en ont rajouté 1000, non ? Sauf erreur de ma part. Donc on voit bien que justement ce discours sur la dette était complètement instrumental.